Puis apparaît le portrait d'un tirailleur sénégalais en 1915. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la communication de Banania a utilisé l'image du tirailleur qui va être très présent pendant la guerre. Et cette visite rappelle à tous d'excellents souvenirs. Avoir les boîtes de Banania avec le tirailleur, ça me fait penser à mon enfance. Et j'ai l'impression que le goût me revient en bouche. Le principe de tout groupe humain, c'est notamment par rapport au mythe de création. On a été créé, nous, le groupe X, en général par une divinité, enfin on est beaucoup mieux que les autres, et on a une désignation pour nous qui sont en général les hommes, les vrais, les blancs, les beaux, etc. Et puis des définitions péjoratives pour toutes les populations qui sont autour. C'est ce qu'on peut vérifier quand on regarde notamment les documents ethnographiques ou les documents antiques. Chez les Grecs, tous ceux qui ne parlent pas grec sont des barbares, c'est-à-dire ceux qui font des borborigmes, qui ne savent pas parler grec, et donc qui sont forcément moins bien. Même pour les Athéniens, les Grecs qui sont tout au nord, là en Épire notamment, ils sont censés déjà manger de la viande crue, ils parlent pas bien, ils ont un drôle d'accent, donc il y a de toute façon déjà une hostilité de principe. Et ça, on va évidemment le vérifier à chaque fois quand on se promène dans les tout débuts de l'histoire. En Chine, la Chine se définit comme le royaume, le territoire du milieu, Zhongguo, et tout autour, il n'y a que des barbares. D'ailleurs, un terme qui va être utilisé à d'autres occasions, par exemple dans les langues slaves, c'est niemiecki, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas parler, justement. Donc ça peut être utilisé. Donc cette idée, chez les Grecs, on est entouré de barbares, et va se construire pendant tout le Moyen-Âge le grand récit qu'il y avait un grand empire romain civilisé et finalement chrétien, et qu'il a été détruit par les barbares. Quand j'étais écolier, après l'Empire romain, il y avait les invasions barbares, et on voyait les Huns à cheval, ceux qui cuisaient la viande sous la selle de leurs chevaux et qui déferlaient, et on avait cette vision cataclysmique. Donc ça, c'est une construction du Moyen-Âge et après le Moyen-Âge. Par exemple, le terme gothique va être créé après le Moyen-Âge, à l'époque classique, de manière péjorative. Le gothique, c'est l'art des Goths, donc c'est barbare, et ça s'oppose justement à l'architecture à partir de la Renaissance, qui est un retour au canon esthétique de la culture gréco-romaine. On va s'inspirer du palais de Dioclétien qui est encore debout à Split en Croatie, et donc des lignes droites, des frontons, des colonnes, et plus du tout l'art gothique. L'histoire de l'art s'est construite précisément sur cette idée selon laquelle les arts étaient les produits de la race, que tout art était produit par une espèce de surdétermination du sang. C'est quelque chose qui s'est constitué à partir de l'imaginaire des invasions barbares du 4e, 5e, 6e siècle en Europe. C'est-à-dire qu'on a commencé à opposer les races latines et les races germaniques. Il y a cette idée toujours d'une supériorité d'une race sur une autre qui sera constante, par exemple dans l'idéologie nazie aussi, et qui va imprégner de façon tout à fait étonnante l'histoire de l'art. C'est-à-dire que ce qui va se constituer dans le champ de l'art, c'est une idée, alors qui va véritablement faire théorie à un moment, selon laquelle si l'art est déterminé par la race, à ce moment-là, on se rend bien compte que finalement, du fait même des invasions germaniques, c'est l'art européen tout entier qui aurait été en quelque sorte inséminé par la race allemande.
par les races germaniques ou germano-nordiques, selon le terme. Donc, Léonard de Vinci, bien sûr, en tant que Lombard, est d'origine allemande, etc., etc. Voilà. Picasso qui est espagnol, est d'origine donc wisigothe. Donc, Picasso aussi peut être récupéré comme étant donc produisant un art déterminé par la race. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est absolument tentaculaire. Hein. C'est une idéologie de laquelle on ne sort pas tant que l'on pense en effet cette détermination de l'art par la race. C'est tout à fait intéressant de voir comment la notion de métissage communique avec celle d'influence dans le champ de la production artistique, par exemple, aussi. Alors sur le métissage, en fait, les avis n'étaient pas unanimes. Il y avait ceux qu'on peut appeler les mixophobes, qui refusaient tout métissage, et ceux qui étaient mixophiles, c'est-à-dire qui pensaient que le métissage pouvait améliorer la race inférieure. Le métissage entre une race supérieure et une race inférieure avait l'avantage d'améliorer la race inférieure. Il y a un tableau célèbre au Brésil, un tableau fait par un peintre d'origine espagnole, mais enfin qui a émigré au Brésil assez tôt, et qui peint en 1895 un tableau intitulé « La rédemption de Cam ». La rédemption de Cam, donc alors évidemment ça fait allusion à la malédiction de Cam que décrit la Bible. Hein. Cam a été maudit en quelque sorte par Noé parce que il a regardé son père nu sous la tente, hein, et donc Cam le maudit, et surtout maudit sa descendance, qui, dit-il, seront les esclaves de tes frères, etc. Alors, c'est intéressant évidemment de voir que la Bible ne dit jamais à aucun moment que Cam et sa descendance sont noirs. Mais c'est l'interprétation d'un des pères de l'Église, je crois que c'est Origène, donc beaucoup plus tardivement. Et puis petit à petit, à partir, je crois, surtout du 9e, 10e siècle, c'est quelque chose qui va se répandre. Cette interprétation d'un père de l'Église va se répandre. Cam, c'est l'Afrique. Cam, c'est les Noirs, c'est la race noire, etc. La rédemption de Cam, c'est en fait le blanchiment de Cam. C'est le blanchiment de Cam, le blanchiment de la race noire. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau qui est exposé au Musée des Beaux-Arts de Rio? On voit quelque chose de tout à fait saisissant. On voit 3 générations. La génération de la mère noire, absolument noire, de la grand-mère noire. La génération de la mère qui est métisse, qui s'est unie à un blanc, que l'on voit sur l'image. Et cette mère métisse tient sur ses genoux son enfant blanc. Donc les 3 étapes, on passe de noir à métis à blanc. C'est le blanchiment de la race qui a été programmé en quelque sorte par les autorités, favorisant donc les mariages mixtes dans l'espoir que la négritude va enfin être totalement effacée du Brésil. On retrouve la même chose, un peu différemment, dans le Mexique d'après la Révolution mexicaine, le Mexique révolutionnaire, hein, le Mexique des années 1910, 1940 ou 50 même, avec cet idéal de l'homme nouveau mexicain, défendu notamment par le ministre de la Culture Vasconcelos, hein, qui a des théories raciales et racistes absolument extraordinaires, où il prône le mélange des races pour produire la race nouvelle, justement, la race nouvelle, où non seulement les différences raciales, évidemment, n'existeront plus, puisque tout sera mélange, mais de plus, qui seront véritablement la source d'un blanchiment, hein, de toutes les origines indiennes, en quelque sorte, qui, dans son esprit, peuple, hélas, trop le Mexique. En fait, c'est vrai qu'on a plutôt une vision qui continue, donc qui perpétue cette idée de supériorité des valeurs occidentales, hein, comment on affirme les valeurs occidentales, les valeurs de la République, et voilà, une idée d'une supériorité technique, technologique, artistique, etc., tout en ayant toujours cultivé une certaine fascination aussi pour l'exotisme, pour l'autre, mais avec toujours une petite vision péjorative, hein, le primitivisme.
etc. Et alors, il y a quelques exceptions, me semble-t-il. Il y a des regards qui se sont dégagés de tout ça. D'abord du côté des anthropologues. Hein, c'est quand même grâce à cette génération des anthropologues des années 1930 qu'on est sorti d'un regard extrêmement dépréciatif, parlant de sauvage et de primitif. Hein. C'est parce qu'ils sont allés sur le terrain qu'ils ont passé du temps avec les populations et qu'ils ont pu finalement dire, écrire qu'ils n'étaient pas si sauvages, pas si primitifs, qu'il y avait une richesse culturelle dans ces sociétés-là et qu'ils ont énormément contribué à la revalorisation de ces cultures qui ont été dépréciées depuis l'esclavagisme et la colonisation. Et puis, du côté des avant-gardes, alors là aussi, le regard est parfois ambigu, hein, c'est-à-dire qu'on est fasciné par l'exotisme, et on peut continuer à être extrêmement dépréciatif. Prenons l'exemple de Pierre Loti. Hein, Pierre Loti, si vous lisez ses romans, il est extrêmement dévalorisant. Enfin, il compare les populations africaines et notamment les femmes à des singes. Hein, il fait sans arrêt des métaphores de cet ordre-là. Mais on a aussi d'autres artistes qui se sont vraiment intéressés à l'art africain ou océanien ou amérindien et qui ont porté un regard valorisant. Et je pense notamment aux surréalistes, qui sont sortis de ce regard dévalorisant et qui ont montré la richesse artistique de ces populations. Dans le marché de l'art contemporain, quelque chose intervient qui est un petit peu comparable à ce qui se produit avec la publicité, par exemple, hein, avec l'usage des caractéristiques dites raciales ou ethniques, le terme d'ethnie n'étant que le cache-sexe du terme de race, en particulier depuis que l'UNESCO s'est prononcé contre l'usage du terme de race en 1952, même si elle est revenue après très vite, sous la pression de quelques biologistes, sur cette méfiance à l'égard du terme de race. Oui, il se passe un petit peu la même chose, au sens où il y a eu une espèce de retournement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et les minorités opprimées en raison de leurs origines ethniques ou raciales, accédant petit à petit à une certaine forme de développement économique, voient une certaine production artistique émerger, qui revendique ce qui autrefois était justement stigmatisé par les peuples dominateurs, hein, les peuples colonisateurs, etc., etc. Donc il y a un retournement qui est tout à fait intéressant. Et ce retournement est quelque chose qui mène évidemment à valoriser l'origine raciale, l'origine ethnique raciale. C'est tout à fait saisissant de voir comment un certain nombre d'artistes ont joué délibérément sur ce point-là, arrivant à donner une vraie plus-value hein, dans le champ de l'art contemporain à leurs origines, qui quelquefois sont des origines beaucoup plus fantasmées que réelles. Hein, puisque, je ne sais pas moi, un peintre kényan d'origine, mais vivant à Londres ou en Australie, fait valoir tout à coup une peinture qui essaie de trouver des motifs tribaux, hein, appartenant à sa culture supposée d'origine, mais qui n'a pas nécessairement connue, et trouve en effet des débouchés sur le marché de l'art qui viennent valoriser, même donner une espèce de plus-value réelle à son œuvre par ce moyen. Et c'est quelque chose qui est intéressant, je crois, de rapprocher avec ce qui se produit depuis, on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années dans le champ de l'image publicitaire. C'est-à-dire que de plus en plus, en effet, ce sont des publics ethniquement ou racialement ciblés hein, que la publicité finit par déterminer. À la limite, elle crée, même la publicité, on arrive à créer ces publics, créer ces cibles, créer ces publics, en essayant de les toucher précisément sur leurs aspirations identitaires les plus troubles quelquefois. Voilà, donc là c'est quelque chose qui est tout à fait saisissant. Je sais que par exemple L'Oréal a fait des campagnes absolument étonnantes dans les favelas du Brésil pour essayer de vendre ses produits, et ce qu'elle fait en effet, de vendre ses produits aux femmes des favelas. Donc
il faut en effet cibler de façon très précise, voir quelles sont les attentes, etc. Et on produit à ce moment-là une image qui maintient évidemment la ségrégation, hein, et non seulement qui la maintient, mais qui l'entretient. Et qu'il a, on ne va pas dire qu'il a produit parce qu'elle est déjà là, elle existe déjà, mais en tout cas qu'il l'entretient fermement. La publicité aujourd'hui, évidemment, est immédiatement condamnée dès qu'elle produit un message à caractère raciste, presque immédiatement en tout cas. Mais on sait, il n'en a pas toujours été ainsi, loin de là, hein. On peut même dire qu'au contraire, au début du siècle en particulier, de la fin du 19e au début du 20e siècle, il y avait des publicités qui étaient ouvertement racistes. Et alors, il y a une expression qui semble exister dans un certain nombre de langues, une expression particulièrement intéressante, c'est blanchir un nègre. Blanchir un nègre qui signifie, en français en tout cas, réaliser l'impossible. Alors, c'est quelque chose de tout à fait intéressant de voir comment cette expression est littéralement prise à la lettre pour faire la publicité d'un certain nombre de savons, de marques de savons. Alors, il y a par exemple aussi une marque de savon, ou marque de Javel. Il y a par exemple une marque d'eau de Javel qui, en France, vers 1910, qui s'appelle Javel SDC, qui montre de façon absolument saisissante une jeune femme toute pimpante, blanche, absolument blanche, qui maintient un petit enfant noir dans un baquet et qui a commencé à le laver à l'eau de Javel. Donc ici, il s'agit d'eau de Javel, il ne s'agit pas de savon, mais le résultat est à peu près le même. Et voilà, donc on vante les mérites de cette eau de Javel en montrant toute la partie inférieure du corps de ce petit enfant noir absolument blanchi. D'autres exemples avec des publicités pour des savons qu'on trouve alors en masse aux États-Unis. Ce type de publicité aux États-Unis a traversé le siècle à peu près, le XXe siècle, de façon absolument saisissante. Alors il y a aussi une publicité qui est absolument effrayante, c'est une publicité pour un savon américain qui s'appelait Fairy Soap. Et on voit un petit enfant blanc devant un petit enfant noir de même taille à peu près, qui baisse un peu les yeux et qui a l'air tout penaud. Et le petit enfant blanc lui demande « Mais pourquoi ta mère ne te lave pas avec Fairy Soap ?» Voilà, donc ce genre de choses, qui évidemment faisait rire tout le monde, ne pouvait certainement pas s'adresser à un public qui incluait les Noirs américains. Mais personne ne cherchait à conquérir ce public à cette époque-là. Les choses ont changé considérablement. Et à partir des années 1950, c'est-à-dire au moment où précisément une certaine classe moyenne commence à émerger aux États-Unis dans la population noire, donc avec un pouvoir d'achat qui intéresse les industriels, on voit un certain nombre de publicités qui alors se prétendent précisément non racistes, mais qui sont d'autant plus racistes qu'elles ciblent racialement ce public pour tel ou tel produit. En France, les choses sont évidemment différentes. On a un passé colonial que les Américains n'ont pas. On a un passé colonial qui est très présent jusque très tardivement, jusque dans les années 1980 avec la publicité Banania, dont on sait quel ravage elle a pu faire dans la conscience de race des Français d'une part et des Français d'origine africaine, comme on dit, d'autre part. Il est intéressant de voir aussi la façon dont publicité et caricature peuvent communiquer, notamment avec cette fameuse affiche, ou ce fameux... oui, je crois qu'il s'agissait vraiment d'une affiche, qui a attaqué la ministre Taubira dans les années 2000, alors qu'elle était donc ministre de la Justice, en utilisant précisément cette publicité Banania. Le fameux « Y'a bon Banania » devenait « Y'a pas bon Taubira ». Et le petit déjeuner familial devenait le petit déjeuner carcéral. Voilà, donc quelque chose qui reprenait évidemment les yeux en boule de loto de la publicité, les yeux en boule de loto qu'on trouve alors dans toute l'imagerie aussi la plus populaire, par exemple chez Tintin, Tintin au Congo,
des années 30 aux années 40, puisque ça a été élaboré en plusieurs étapes, est quelque chose qui utilise en effet toute la typologie du noir, alors, maintenu dans les limites de sa race, physiquement, par des traits absolument caricaturaux. Et c'est ça qui est repris pour Taubira, avec évidemment cette dimension de la grande popularité qui s'attache à la publicité Banania. Les attaques racistes contre Christiane Taubira s'accumulent. L'UMP a lancé une procédure d'exclusion contre une élue de Seine-et-Marne. Cette conseillère municipale avait diffusé sur sa page Facebook en septembre dernier cette caricature de la garde des Sceaux qui apparaissait sous les traits du personnage emblématique de la marque Banania. Sachez par ailleurs qu'un appel à marcher contre le racisme est prévu le 30 novembre prochain. À partir de là, les choses évidemment deviennent distinctes quand on parle, je crois, d'images racistes anti-noires, disons, et d'images racistes antisémites, pour dire les choses de cette façon. Je crois qu'il faut essayer d'articuler cette différence de façon immédiate, en quelque sorte, parce qu'il y a évidemment beaucoup de points communs, mais il y a une différence qui me semble tout à fait importante. C'est-à-dire, les images qui stigmatisent la négritude sont des images qui évidemment, se saisissent immédiatement de la couleur. Il n'en va pas de même, c'est très clair, pour les images antisémites. Ce qui fait que d'un côté, on a ce partage entre le bien et le mal, la diabolisation du noir de par sa couleur noire, et d'un autre côté, on a, avec le juif, une figure qu'il s'agit précisément de diaboliser, qui n'est pas naturellement diabolisé comme l'est le noir par sa couleur. Donc on va s'attacher évidemment à conférer un certain nombre d'attributs aux Juifs. Après donc, la première croisade, à partir du XIIe siècle en gros, on va commencer, si vous voulez, à utiliser bien sûr alors, le signe vestimentaire de la rouelle, l'ancêtre de l'étoile jaune des nazis, pour stigmatiser le juif, pour l'isoler, le séparer de la communauté. Et puis, petit à petit, alors il y aura évidemment toutes sortes de signes comme le bonnet, etc. Et petit à petit, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais assez tardivement, au cours du Moyen-Âge, c'est le nez. Hein, le nez, alors les crochus, comme on dit dans un langage précisément antisémite, ce qui va faire basculer la représentation du juif dans la caricature très rapidement. La caricature est quelque chose qui va fonctionner d'abord, je crois, pour le juif, et puis ensuite dans la racialisation de toutes les figures de l'altérité. Le début vraiment de l'explosion des représentations des Juifs au théâtre, c'est au moment, la fin du XIXe siècle, au moment de l'explosion de la presse, de l'explosion de la caricature dans la presse, où d'une certaine façon, on a commencé à représenter sur scène un juif burlesque, pour ce qui est du juif, parce que la juive n'est pas du tout traitée de la même façon, en reprenant tous les poncifs qui faisaient les beaux jours de la caricature et dans les journaux en fait. Et d'ailleurs, un certain nombre de caricaturistes de théâtre qui faisaient un dessin lors de la première d'un spectacle traduisaient très très bien la façon dont étaient représentés sur scène les juifs. Le personnage du juif est constamment ridiculisé, amène le rire, amène la dérision. Il faut toujours qu'il soit non seulement malmené par les auteurs, mais en plus, sur scène, on l'affuble de postiches, alors que les autres personnages, non. On n'est pas dans la commedia dell'arte où tout le monde a des postiches, non. Il n'y a que le juif qui a un nez postiche, une perruque frisée, parce que, soi-disant, tous les juifs sont roux et frisés. Le nez, évidemment, le postiche. Et d'ailleurs, le cinéma va reprendre les mêmes codes de la représentation pour deux raisons. La première, c'est qu'il puise beaucoup dans le vivier du théâtre. Les débuts du cinéma, le cinéma de l'entre-deux-guerres, les trois quarts sortent des pièces de théâtre. Donc, ils ne font que répéter les représentations sur scène. Et un personnage comme Harry Bor, qui a été et comédien au théâtre et ensuite au cinéma, un extraordinaire comédien, raconte très bien d'ailleurs la façon
dont il était travesti sur scène. Et il y a d'ailleurs une anecdote pour dire que ça traverse tout le siècle, ça va jusqu'à l'occupation, dans la représentation du film Volpone. Volpone, en plus, qui est une trahison totale, puisque le véritable personnage de Volpone est un aristocrate vénitien, et que dans la traduction très libre qu'on a fait d'une part d'Hulin sur scène, et ensuite au cinéma, le film qu'on peut voir encore aujourd'hui, c'est devenu un juif. Donc c'est vous dire à quel point on récupère même dans les autres religions, ethnies, les plus tarés pour en faire des juifs et ils ne sont plus... Donc Harry Bohr raconte cette anecdote quand il a joué le personnage de Volpone au cinéma. Il dit que le plus dur, c'était ce nez postiche qui lui faisait terriblement mal. Donc on a vraiment des témoignages de la façon dont les Juifs étaient enlaidis, etc. Alors, les caractères maintenant psychologiques des Juifs par rapport à ce qu'ils sont en tant que représentation, avec tout cet attirail dont je vous ai parlé, ils sont évidemment l'exact opposé du chrétien. Alors, en reprenant un peu cette typologie qu'avait faite Drummond, en fait, tout est décalqué sur cette France juive dans laquelle on décrit le sémite vis-à-vis de l'arien, puisque c'est le mot qui est déjà employé. Et cette description, on la retrouve totalement dans Drummond, et elle est déclinée sur scène, et il est banquier, ça c'est absolument inévitable. Soit il est banquier quand il a de l'argent, c'est les Rothschild, c'est la caricature des Rothschild, soit il est usurier, quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, et là on tombe dans Shylock, enfin on est à peu près dans les deux pôles, Rothschild-Shylock, et alors ils n'ont aucune morale, c'est l'argent qui les guide, ils n'ont pas de sentiments, donc ils n'ont aucune morale, voilà. Systématiquement, il y a toujours un personnage qui lui est opposé et qui est la véritable vertu, qui travaille, dur, laborieux, ayant une femme, s'occupant de ses enfants, etc. C'est en général toujours très très manichéen. Et à mon sens, contrairement à ce qui avait été écrit, c'est ce qui a mithridatisé les esprits. Parce que généralement, on se dit, oui, mais le théâtre n'a pas une si grande importance. Évidemment, on se réfère à ce qu'est le théâtre aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout le cas à l'époque. Le théâtre est extraordinairement diffusé. Bien sûr que tout le monde ne va pas au théâtre, mais tous les journaux, y compris le plus petit journal de province, rendent compte des grandes pièces et rendent compte de façon extrêmement précise. Il n'y a pas eu une rupture au moment de l'occupation. Nous, ça a souvent servi que finalement c'était l'importation nazie et que la France était sous ce régime-là et que c'est comme ça qu'elle a accepté des choses inacceptables. C'est pas du tout le cas. Le public était mithridatisé par ce qu'il voyait sur les murs de la ville, les caricatures dans les journaux, au théâtre et puis ensuite au cinéma. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est qu'on pouvait imaginer qu'après l'ouverture des camps, après la Shoah, ce genre de représentation ne soit plus, non pas toléré, puisque les lois finalement arrivent très tard. Hein. Je pensais que les lois, dites les lois mémorielles, avaient quand même cadenassé un peu cette parole. Je ne dis pas qu'elle a disparu, mais qu'elle l'avait cadenassée. C'est pas du tout le cas, puisqu'il y a quelques années, très récemment, dans les années 2000, hein, pas dans les années ni 70 ni 80, une représentation théâtrale qui a eu lieu dans une université, dans l'enceinte d'une université, par un artiste résident, invité par l'université, une pièce écrite avec cet artiste et les étudiants, dont toute l'histoire tourne autour d'un banquier et de sa fille qui sont responsables de la crise. On parle de la crise des subprimes, on parle de la grande crise de 2008. Ils sont responsables de la crise. Ils disent en gros on va se faire oublier quelque temps parce que quand même on commence à se rendre compte qu'on n'est pas pour rien dans l'histoire. Parce que bon, voilà, ils sont un peu idiots, les gens, ils se laissent bien manipuler, mais là, c'est un petit peu énorme, donc on va se faire oublier. Et puis, ils recommencent de plus belle jusqu'à la prochaine crise. Ça n'a pas bougé, c'est-à-dire le public, un public universitaire,
dans la France des années 2010 ne bouge pas. Personne ne trouve ça terrible. Il y a un professeur qui m'a appelé, parce que j'avais déjà écrit un livre sur les représentations antisémites, et me dit, est-ce que ça vous intéresse de lire cette pièce pour me dire si c'est pas moi, parce qu'évidemment, quand il a commencé à parler autour de lui, on lui a dit, vous êtes juif, vous faites toujours des histoires, etc. Il se trouve que le pauvre était juif, donc c'était forcément quelqu'un qui faisait des histoires. Donc je lis la pièce et je n'en crois pas mes yeux. Donc je fais mon témoignage, etc. Et donc les étudiants, on les interroge. Alors ils défendent leur pièce, ça c'est un peu logique. Et puis dans un deuxième temps, ils disent mais c'était de l'humour, c'est du second degré, etc. Or, les témoignages sont quasiment unanimes, ça ne faisait pas vraiment rire, ça n'a pas été quelque chose qui a déchaîné l'hilarité. Et quand on lit la pièce, et elle a été lue par par Mesguich, par plein de gens qui ont lu et qui sont habitués à travailler sur ce type de texte, pas un mot dans la pièce originale n'est du second degré. Tout est terriblement plat et terriblement, malheureusement, antisémite. Et la représentation n'était pas au second degré. Ça en dit long sur le fait qu'on a tout oublié et que, d'abord, je crois absolument pas que l'antisémitisme soit mort. Je pense que les lois cadenassent relativement la parole, heureusement, mais que ça n'empêche pas. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, il suffit même d'entendre des conversations pour savoir que les choses n'ont pas tellement bougé. C'est à la fois la résurgence de très très vieilles idées, par exemple le protocole des sages de Sion, les Juifs et l'argent, l'affaire Dreyfus, l'idée du très grand complot, les Illuminati, donc vraiment des choses qui sont très anciennes et qui sont réinvesties par des acteurs d'aujourd'hui sous des formes très modernes, par des vidéos, par des petits films animés, par des slogans. Et ce mélange à la fois de modernité et de messages et de discours de haine très anciens, c'est ça qui caractérise, je trouve, la période actuelle. Et il ne faut pas gratter beaucoup, je trouve, pour retomber sur des choses très basiques. Le complot judéo-maçonnique, par exemple, les liens entre les juifs et l'argent, la hiérarchie entre les races, toutes les idées, tous les stéréotypes sur les tziganes, les roms et le vol, par exemple, c'est quelque chose qu'on trouve de manière très nette. Et donc c'est pour ça que ce combat que nous on mène aujourd'hui, finalement, il s'inscrit dans la grande tradition des combats antiracistes et des combats contre l'antisémitisme. À l'évidence, Internet et réseaux sociaux, c'est le nouveau champ de bataille. Le nouveau champ de bataille des associations, des pouvoirs publics, et un champ de bataille d'autant plus important qu'on a, nous, une longueur de retard, parce que tous les groupuscules violents, extrémistes, identitaires, ont investi d'abord ces champs-là. Parce qu'ils étaient privés des médias traditionnels, parce qu'ils n'avaient pas accès à la télévision grand public, du coup ils se sont réfugiés avant les autres, avant les pouvoirs publics, sur ce type de support. Et donc du coup ils ont réussi à développer des sites, à installer une présence sur les réseaux sociaux, avec une organisation très, très forte, très structurée, avec une visibilité extrêmement importante. Le site d'Alain Soral, Égalité, Réconciliation, c'est plusieurs millions de vues par an, si ce n'est par mois, dans certains cas. Et donc, du coup, cette question de l'action sur Internet et de la diffusion des idées, elle est majeure. Et donc, on ne peut pas, nous, considérer que Internet serait uniquement un espace de liberté, de tolérance, d'échange. Non, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de haine, et où ces idées, ces clichés, ces représentations sont diffusées. D'ailleurs, sur Internet, même si c'est un média du XXIe siècle, on retrouve des idées très vieilles. Les idées sur le complot judéo-maçonnique, sur les juifs, sur les idées racialistes. Tout ça, c'est véhiculé sur ces sites de haine. Complot ont été abondamment traitées parce qu'elles circulent plus qu'elles n'ont jamais circulé dans l'espace public. Pour une raison qu'on a bien identifiée, c'est les nouveaux moyens de communication et d'information. Donc, essentiellement Internet, les réseaux sociaux, les plateformes de vidéo en ligne. Donc ce nouvel écosystème médiatico-technologique a évidemment complètement redistribué les cartes. Le complotisme, c'est très ancien, ça existe depuis qu'il y a des sociétés humaines, mais effectivement, ce nouvel univers a changé les données du problème, les règles du jeu en tout cas, et sans doute que ces choses-là se diffusent à une vitesse et à
à une échelle inédite, absolument inédite. Et la question n'est pas tant de savoir si le complotisme augmente, à supposer qu'il soit mesurable, ce qui n'est pas dit en plus, mais de savoir comment il pourrait ne pas nous influencer plus qu'il ne l'a jamais fait en réalité. Il est évident que lorsque vous avez par exemple plus d'heures de vidéos en ligne sur YouTube vous expliquant que la Terre est plate, que d'heures que vous avez dans votre vie simplement pour pouvoir regarder ces vidéos, il est évident que cela ne peut pas être sans effet. Ça a forcément des effets en termes d'influence sur nos représentations, etc. Plus vous êtes exposé à des contenus, et plus vous avez tendance à valider, à considérer ces contenus comme vrais, indépendamment d'ailleurs de leur vérité intrinsèque ou pas. On le sait assez bien. Ça s'appelle l'effet de simple exposition. Bon. Donc, voilà, on se retrouve aujourd'hui avec ce problème qui a une acuité qu'il n'a sans doute jamais eu auparavant. On voit bien que par ces sites internet, il y a eu une progression très forte de ces idées qui se sont diffusées, qui sont accessibles à tout le monde aujourd'hui. Et pour faire le lien avec un autre sujet, par exemple les idées complotistes qui peuvent sembler comme ça complètement ubuesques, le 11 septembre n'a pas eu lieu, ou il y aura un complot dirigé par les Illuminati, ou bien toutes les polémiques autour de la vaccination. Et bien tout ça, ça foisonne sur Internet. Donc on a, nous, un enjeu de répondre à ce foisonnement, d'y répondre avec des supports adaptés. Il ne suffit pas d'avoir une parole publique en disant ça c'est pas bien ou ça n'a pas existé. Il faut qu'on puisse y porter un discours à destination des plus jeunes en particulier, et c'est ce qu'on essaye de faire. Il ne faut pas qu'Internet ou les réseaux sociaux deviennent les poubelles de l'histoire, deviennent des poubelles des discours politiques, où on ne trouverait plus que des discours extrémistes, parce que justement, ces lieux-là, numériques, auraient été désertés par des gens qui portent des valeurs humanistes, qui portent des valeurs libérales, des valeurs de tolérance. Et donc c'est important de dire ça, que la liberté d'expression, ça a des limites, que la liberté d'expression doit être protégée de ceux qui en abusent, et que la liberté d'expression n'est pas incompatible avec le combat contre la haine. Donc c'est ce qu'on essaye, nous, de faire à la DILCRA, avec d'autres associations, de jeunes associations, mais c'est aussi le sens de la proposition de loi qui a été déposée contre la haine en ligne. Cette proposition de loi, elle est inspirée de ce qui a été fait en Allemagne. En Allemagne, il y a un dispositif en vigueur depuis 2017, où on a un effort de modération accru qui est demandé aux plateformes numériques. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un propos raciste ou antisémite, ça puisse rester en ligne 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors que des images de nudité ou des matchs de foot professionnels piratés vont être immédiatement supprimés. Et donc là, c'est un chemin d'équilibre à trouver, un chemin de crête entre liberté d'expression et lutte contre la haine. Et dans la proposition de loi qui est actuellement discutée au Parlement, ce qui est visé, c'est les propos manifestement illégaux. Et donc je ne vais pas faire la liste ici, mais quelque chose qui serait de l'ordre de l'insulte, de l'injure, on voit très bien ce que c'est, il n'y a pas de raison de permettre que ce type de propos-là reste en ligne le temps d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire 3, 4, 6 mois, 1 an. Et donc là, on a un enjeu, nous, de réactivité, un enjeu d'évolution de notre modèle juridique, et c'est ça qu'on essaye de faire en ce moment.